Nouveau rebondissement dans l'affaire des 18 supporters sénégalais arrêtés suite à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a donc opposé le Maroc au Sénégal. On rappelle que c'est le Sénégal qui avait gagné, mesdames et messieurs. Et tenez-vous bien, ils vont devoir repasser devant un tribunal à Rabat. Ce sera le 16 mars prochain. Pour en parler, nous avons justement avec nous le journaliste sénégalais Eliman Ndao. Bonsoir. Monsieur Ndao, est-ce que vous êtes avec nous? Eliman Ndao, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Oui. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être avec nous ce soir. Alors vous suivez de très près ce dossier, les familles des supporters sénégalais espéraient une issue diplomatique, voire peut-être même une grâce du roi Mohamed VI. Les avocats des supporters dénoncent d'ailleurs des manquements graves aux droits de la défense. Les standards d'un procès équitable ne sont pas respectés selon ces avocats. Ils disent même que ces derniers, que donc les supporters sénégalais qui sont arrêtés aujourd'hui, se considèrent aujourd'hui comme des otages. Écoutez, c'est l'impression que les familles des victimes ont. J'ai couvert il y a je pense une dizaine de jours, une manifestation où les familles des victimes ont paradé dans les rues de Dakar pour réclamer la libération de ce qu'ils considèrent comme étant des otages, car ces familles, la défense, et de façon générale, les Sénégalais ne s'expliquent pas le fait que ces supporters sénégalais soient toujours détenus après cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, car ce qui leur est reproché, on le voit peut-être très souvent dans les terrains de football, des supporters qui envahissent un stade. Je peux même évoquer les Marocains qui avaient envahi le stade lors des JO de Paris dans ce match face à l'Argentine. Ils n'ont pas été emprisonnés. Et du coup, il y a une incompréhension de ces peines qui sont sévères selon les Sénégalais de façon générale, selon les familles des supporters. Ils pensent tout simplement, c'est l'opinion la plus partagée ici, que les Marocains détiennent ces supporters parce qu'ils n'ont pas pu avoir la coupe. Voilà, c'est une opinion qui est assez partagée, même si il faudrait bien évidemment remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai, les supporters sénégalais n'avaient rien à faire sur la pelouse, mais on peut comprendre toute cette agitation de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, car il y a eu un moment d'incompréhension totale lors des dernières minutes de cette finale. Mais oui, le sentiment d'injustice est le mieux partagé actuellement au Sénégal. Dans quelles conditions est-ce que sont détenus aujourd'hui ces supporters sénégalais au Maroc? Alors, je ne saurais le dire parce que j'ai pas eu accès à leurs conditions de détention. Mais en fait, selon les informations qui ont été partagées au Sénégal, les supporters sont détenus isolément dans des zones pénitentiaires qui leur sont réservées. Mais on n'a pas plus d'informations que ça pour l'instant. Même si il y a eu quelques jours un communiqué une communication faite par une association ou l'association marocaine des droits de l'homme disant que tout se passe bien, mais au Sénégal, vu de loin, selon également les propos qui ont été relayés par leur avocat, cette détention est dure et sévère et incompréhensible. Voilà, justement, l'avocat ne voit pas les choses de loin, étant donné qu'il est à leur côté. Donc, justement, il le dit, je le répète, l'avocat de ses supporters a dénoncé des manquements graves aux droits de la défense aujourd'hui. Donc, finalement, est-ce qu'on ne se retrouverait pas face à une affaire qui devient plus diplomatique que judiciaire? Écoutez, les manquements ont été soulignés à plusieurs égards. Déjà, la dernière procédure qui a été intentée par le parquet marocain, c'est de faire appel de cette condamnation qui a été faite en première instance. La partie sénégalaise a été informée de cet appel 5 jours après. 5 jours après l'expiration des délais autorisés aux deux camps de faire appel. Donc il y a eu un décalage. Le décalage s'est également manifesté lors du procès où les supporters sénégalais qui ne comprennent pas l'arabe
Ils ne comprennent pas du tout l'arabe. Certains peuvent comprendre le français, mais beaucoup de ces supporters parlent au Wolof. Il n'y a pas eu de traduction. De traducteur Mais agréé. c'est pas normal. Leur faire comprendre ce qui leur est reproché. Il y a un décalage à tous les niveaux. Niveau des procédures, mais cette dernière procédure où la partie sénégalaise a été informée 5 jours plus tard, ça c'est aussi un manquement parce que ça ne permet pas à la défense de bien préparer ces dossiers. Si vous êtes en retard de 5 jours sur un dossier, c'est assez problématique. Il y a aussi, c'est vrai que le Conseil des droits sénégalais des droits de l'homme a soulevé les questions de manquement au sein dans les conditions carcérales, notamment le manquement à l'absence d'interprète en Wolof. Mais il y a aussi un point très important qu'il faut soulever, c'est le fait que les deux pays, le Maroc et le Sénégal, ont signé en 2004 un accord de coopération judiciaire qui permet aux personnes incarcérées au Maroc de poursuivre ou d'effectuer leur peine au Sénégal. Cette demande-là a été rejetée par les Marocains, ce qui signifie que ces personnes-là sont vraiment prises en otage. Et surtout, c'est une façon de faire de la vengeance après la défaite cuisante face au Sénégal au final de la Coupe d'Afrique des Nations. Et en même temps, il y a 3 parmi les personnes qui sont incarcérées n'étaient pas dans le stade. Et en même temps, ceux-là n'ont pas pu justement prouver, enfin les autorités marocaines n'ont pas prouvé qu'ils étaient dans le stade à travers les vidéos. Et en même temps, on a vu qu'énormément de Marocains qui se sont pris au Sénégalais par des messages sur Twitter ou sur TikTok, où ils ont insulté les Sénégalais, n'ont jamais été inquiétés par la justice marocaine. Et c'était des points qui ont été soulevés justement au sein de la presse sénégalaise, y compris par la société civile et les parents des victimes. Il faut rappeler que parmi les personnes qui sont incarcérées, il y a des personnes qui sont des pères de famille et qui ont laissé leur famille sans ressources jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, oui, parmi les personnes qui ont été arrêtées, moi j'ai eu à regarder de façon beaucoup plus précise les vidéos. Il y a certes des personnes qui étaient en bisbille avec des stadiers, mais il y en a d'autres qui n'ont pratiquement rien fait, hein, qui étaient juste sur la pelouse pour assister un de leurs camarades qui a été pris de force par les stadiers marocains. Et sur une des vidéos, on voit clairement un supporter sénégalais presque les 2 mains en l'air dire moi j'ai rien fait, je suis juste là pour assister un collègue. Oui, il y a une absence d'information, une absence de transparence. Hein. Qu'est-ce qui est reproché aux supporters concrètement? Pourquoi certains supporters ont été condamnés à 3 mois? Pourquoi d'autres ont été condamnés à 1 an? Il manque clairement de la visibilité vue du Sénégal, hein, sur ce qui est reproché à ces supporters. Et pour parler, bien évidemment, des accords qui existent entre le Sénégal et le Maroc, le fait que ces supporters puissent passer leur séjour carcéral au Sénégal, il faudrait, dans ce sens-là, qu'il y ait une condamnation définitive. Mais l'appel qui a été interjeté par le parquet marocain vient annuler tout ça. La procédure a été relancée, on repart de zéro, alors qu'ici, tout le monde espérait que aucun des camps ne fasse appel pour que la diplomatie puisse prendre son relais, pour que peut-être le roi puisse gracier ces supporters-là. Mais là, on est reparti dans un nouvel épisode, en attendant bien évidemment d'en savoir un peu plus le 16 mars, lorsque le procès sera de nouveau en cours. Elimane Daou, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci. Badis Nissa, vous vouliez peut-être réagir. Rapidement, c'est ça quand on politise une Coupe d'Afrique qui est censée être un événement sportif pour en devenir une affaire judiciaire qui aujourd'hui se transforme en une affaire diplomatique. Ça a été évoqué effectivement, malgré les accords notamment judiciaires entre les 2 pays, on voit bien qu'il y a une tentative délibérée de vouloir se faire de l'Africain, du Sénégalais, puisqu'on oublie aussi les attaques qui ont été faites par rapport à des intérêts de Sénégalais résidant au Maroc, notamment des restaurants, des biens. Donc vous voyez bien qu'il y a une démarche pernicieuse de la part des autorités marocaines pour, encore une fois, se venger, puisqu'à ce jour, ils n'ont pas accepté la défaite de cette finale. Moi, j'aimerais rapidement, vous savez, j'ai évoqué tout à l'heure le Maroc avec le poids de l'influence et de l'ingérence sur son PIB qui est de 4%. J'ai voulu aller au-delà pour justement voir à la lumière de cette guerre, à la lumière aussi du média Al-Khabar qui annonce effectivement
la cessation, la reconsidération de l'Espagne, notamment en matière d'approvisionnement énergétique, notamment en matière de gaz. Donc j'ai voulu conjuguer ces deux facteurs, guerre au Moyen-Orient, reconsidération de l'offre gazière, notamment de l'Espagne, bien évidemment en plus de la déliquescence économique du Maroc versus la monarchie, l'oligarchie qui se targue dans des destinations luxueuses, pour voir un peu, et j'ai étayé par des éléments chiffrés comme d'habitude, où d'abord il faut rappeler que à travers cette reconsidération espagnole, il y a une addition de plusieurs vulnérabilités, notamment à savoir 5 de mon point de vue qui sont cumulatifs. D'abord l'augmentation immédiate des achats énergétiques, la fragilisation des stocks énergétiques, j'en parlerai tout à l'heure, et puis le blocage de pivots casiers liés aux terminaux espagnols, puisque l'Espagne, d'une manière directe ou indirecte, veut cesser cet approvisionnement pour une réorientation stratégique vers l'Europe en ces temps pénibles et durs, mais surtout incertains par rapport à la guerre au Moyen-Orient, bien avant la guerre d'Ukraine, et surtout la pression inflationniste et pression budgétaire intérieure quasi immédiate. Et le cinquième point, l'affaiblissement de l'autonomie stratégique du Royaume, et je le démontrerai à travers des éléments. Le slide 1, très rapidement, on voit bien les vulnérabilités énergétiques, notamment du Maroc, avec cette dépendance énergétique structurelle très élevée. On a notamment en matière de dépendance énergétique pétrole brut, 80-93% est importé, donc il y a une souveraineté énergétique quasi inexistante. On a pour le pétrole brut 100% importé, je dis bien 100%, là on a une vulnérabilité totale aux marchés mondiaux, donc tributaire des marchés mondiaux, notamment de leur fluctuation. Produits raffinés, là vous avez plus de 95% importés, donc là aussi il y a une dépendance aux raffineries étrangères. Raffinage national, alors je dis bien zéro raffinerie. La Samir d'ailleurs qui a reçu une offre notamment, figurez-vous de qui, des Émiratis, à hauteur de 3,5 milliards, qui était infructueuse. Donc c'est la seule raffinerie qui d'ailleurs n'est pas en activité. Donc là on a un surcoût permanent de carburant. On a aussi la consommation pétrolière, plus de 300 000 barils jour, forte exposition aux fluctuations des marchés pétroliers. La facture énergétique, parlons-en, 10 à 12 milliards de dollars, c'est un poids majeur sur la balance commerciale marocaine, notamment les stocks stratégiques. Le Maroc détient 20 à 30 jours, faible capacité d'amortissement de crise. Le gaz naturel, donc espagnol en l'occurrence, il contribue à produire plus de 20% de l'électricité marocaine. Donc là, vous avez une dépendance au gaz importé via l'Espagne. Et puis, le flux énergétique espagnol aujourd'hui, c'est plus de 3 millions de tonnes par an de produits pétroliers, notamment avec un hub logistique très critique aujourd'hui. Et enfin, dans le tableau, on voit la sensibilité aux crises. Aujourd'hui, elle est très élevée, puisqu'elle, je dirais, comme conséquence qui en résulte, on a une inflation et surtout une pression budgétaire rapide et donc sur le peuple. L'exportation espagnole de produits pétroliers vers le Maroc, c'est 3 millions de tonnes par an. C'est 10 à 15%, notamment de la consommation marocaine. Ce qu'il faut retenir de ce slide, c'est très rapidement, pour le Maroc, le risque n'est pas seulement une crise de prix, c'est une crise de dépendance révélée aujourd'hui, caractérisée. Le Maroc, en d'autres termes, n'a pas d'autonomie énergétique. Le slide 2, s'il vous plaît, la régie, c'est quand expliquer cette inflation énergétique. Dans le cas du Maroc, c'est très simple. Le carburant égale facteur clé de l'inflation au Maroc. Avec des augmentations estimées très rapidement, nous avons avec un prix du baril, situation actuelle à 80 $, avec une facture énergétique de 12 milliards de dollars, projection conservative, scénario de crise, 120 $, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les experts en projection à cause de cette guerre, c'est 17 milliards de factures énergétiques d'augmentation, donc 5 milliards de plus, un surcoût annuel de 5 milliards notamment, une inflation de carburant de 30 à 50%, notamment pour le Marocain lambda. Et puis on a une inflation de transport qui est, elle, à plus de 20%, on a une inflation alimentaire, tenez-vous bien, de 10 à 15% pour les 15% de pauvres, notamment de la population marocaine, avec une pauvreté endémique. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a des impacts très importants sur l'économie marocaine. Le slide 3 à la régie, s'il vous plaît. Là, je me suis amusé, même si comparaison n'est pas raison, mais j'entends ici et là, par le Merzen, par ses sbires, par ses proxys, que
nos économies en matière d'énergie peuvent se valoir et s'égaler. Que nenni, pas du tout au gré de vous décevoir, puisque les éléments chiffrés sont là. On a le statut énergétique, notamment la dimension d'un statut énergétique. On a le Maroc et l'Algérie. Vous voyez bien que la dépendance énergétique pour le Maroc, elle est massive, elle est quasi complète, à savoir plus de 90%. Pour l'Algérie, c'est 0%. Pour le pétrole, le Maroc, c'est 100% de pétrole importé. L'Algérie, c'est un pays producteur. Pour le gaz naturel, pour le Maroc, il est importé, on l'a évoqué, via l'Espagne. Pour l'Algérie, c'est la 10e réserve mondiale de gaz. Raffinage, je l'ai expliqué, raffinerie fermée, 0 raffinerie. Elles sont au pluriel en Algérie. Et puis la balance énergétique notamment, avec notamment le Maroc qui est déficitaire. L'Algérie, il est excédentaire. Facture énergétique, parlons-en aussi. La facture énergétique, c'est 10 à 12 milliards de dollars par an. Pour l'Algérie, c'est des revenus énergétiques majeurs. Autonomie stratégique très importante, très faible et élevée pour l'Algérie. On peut dire aisément, donc au regard de ces éléments, très rapidement, on ne joue pas dans la même catégorie, ça c'est certain. On a l'Algérie qui est un pays exportateur qui contrôle le marché. On a le Maroc, un pays importateur qui subit le marché. Donc un conseil que je donne au Merzen et au Maroc, il devrait s'occuper davantage et en priorité de son propre peuple, première victime, premier otage, malheureusement, je l'ai dit, 15% de pauvreté relative, au lieu d'avoir ce narcissisme diplomatique et cette lubie militaire dont le Maroc n'a pas les moyens, puisqu'on a entendu ici et là le Maroc se targuer d'une augmentation de plus 12%, notamment en matière de course à l'armement. De grâce, occupez-vous de votre peuple qui, encore une fois, manque de tout aujourd'hui. Et en parlant de l'Espagne, comme tu l'as évoqué, Badis, il faut rappeler une chose, que les Espagnols ont décidé de réduire le flux de GNL vers le Maroc en raison de la saturation des demandes venant de l'Europe. Priorité pour l'Europe, l'Espagne a décidé, en raison du conflit qui se déroule actuellement en Golfe. Donc la demande européenne augmente, le GNL va partir en Europe et non pas au Maroc, et d'autant plus que l'Algérie a mis en garde l'Espagne s'agissant du fait qu'aucune goutte ou aucune molécule de gaz algérien ne devrait aller au Maroc. Voilà globalement la situation énergétique dans laquelle se trouve le Maroc aujourd'hui. Et pour l'armement, les achats du Maroc de l'armement ont augmenté de 12% entre 2021 et 2025. Ça, c'est un institut spécialisé sur le Stockholm International Peace Research Institute, qui est donc un institut de référence en matière d'armement. Et figurez-vous qu'il est le deuxième grand fournisseur d'armement pour le Maroc après les États-Unis. C'est l'entité sioniste, effectivement, qui devance la France. Et c'est une augmentation fulgurante constatée ces 2 dernières années. D'où l'explication de la coïncidence existante entre le Merzen et l'entité sioniste. Merci Faisal Mataoui. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour l'œil d'Alger. Place tout de suite à Face à l'info. Et dans Face à l'info, on a décidé de revenir ce soir sur cette polémique qui secoue la scène politique française après les propos d'un candidat aux élections municipales. Sur ses réseaux sociaux, ce cher monsieur, on ne va pas le nommer, insulte le peuple algérien et va même jusqu'à nous qualifier, je cite, de peuple de cafards. C'est dire la gravité des propos. Nous avons justement avec nous depuis Paris le sénateur Hakim Loli. Bonsoir. À toutes et à tous, les amitiés aux Algériennes et aux Algériens et à toute l'Algérie. Merci d'être avec nous, monsieur Loli. Alors, vous avez été l'un des premiers donc, à réagir justement à ces propos graves, ces propos inacceptables tenus donc par cette personnalité politique, qui plus est donc candidat donc, à ces municipales. En tant que sénateur français, vous avez pris position face à ce discours haineux contre l'Algérie et les Algériens. Oui, bien sûr, n'importe quel responsable politique devrait prendre position parce qu'il s'agit de dignité humaine, il s'agit d'autodétermination, c'est un peu la matrice aussi des affaires étrangères de la France, le multilatéralisme et de respect des peuples. Et donc, personne ne peut laisser dire sans rejeter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans le double standard, dans le 2 poids 2 mesures. Et puis, il faut que l'algérophobie est en train de se développer, cesse. Il va falloir que, y compris quand on a des accords, qu'on puisse parler de façon calme et sereine, parce que cette hystérie qui est en train de monter doit s'arrêter. Donc, il nous appartient à nous d'être tous vigilants pour empêcher justement qu'un peuple soit stigmatisé. Cette énième polémique, Hakim Loli, relance finalement le débat sur le discours de haine qu'ont certains politiques envers l'Algérie et les Algériens. Critiquer l'Algérie aujourd'hui rapporte des voix.
Oui, je pense que c'est la matrice. En fait, aujourd'hui, on l'a dit, l'OAS, c'est nostalgique de l'Algérie française. Ceux qui pensent que la colonisation est encore active, d'ailleurs, ils sont nombreux et ils sont en train effectivement de prendre le pas. Mais tout ça avec une certaine bienveillance parce que les gens ne voient pas le risque un peu qui existe. C'est comme quand on désimmunise un peuple, on l'a vu lors des guerres, c'est justement là que commence la haine et c'est là qu'on peut être capable de tout. On le voit bien comment les gens ont fonctionné pour faire un génocide. On le voit aussi en Palestine. C'est-à-dire qu'on essaie de désimmuniser des peuples au travers de leur origine ou de leur religion pour justement faire avaler la couleuvre au niveau international. On le voit aussi, on l'a vu au Venezuela, soi-disant sous couvert de démocratie, on se permet de faire des coups d'État. En Iran, on se permet d'y aller sans le respect du droit international. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut leur dire ça suffit et il faut que les humanistes et les démocrates se lèvent parce que s'ils ne se lèvent pas, eh bien on va vers le chaos et ça ne profitera à personne. Merci Akli Moulouli, en tout cas on vous félicite pour cette position que vous avez prise justement et peut-être que Badis, peut-être que des personnes comme Akli Moulouli qui ont des postes aussi importants devraient justement, on va dire les choses clairement, prendre position comme lui. Bon, c'est très important aujourd'hui justement de faire émerger cette diplomatie parlementaire incarnée par justement des voix dissonantes, des voix sages, raisonnées notamment, incarnées par que ce soit Akli Moulouli ou d'autres notamment, qui veulent que justement le dialogue soit fondé sur justement des bases saines, notamment à commencer par d'abord déconstruire cette hostilité et anéantir notamment ces voix, encore une fois, qui anti-algériennes, algérophobes, mais surtout aussi qui ne voient pas d'un bon œil l'intérêt commun que puissent partager justement Alger et Paris, quand on sait qu'aujourd'hui nous sommes dans une dynamique autre, qui est plus positive. Donc c'est un peu les troubles faits qui essayent de jouer. Encore une fois, la diplomatie parlementaire a su démontrer, à travers aussi d'autres personnalités, notamment françaises, comme quoi que l'Algérie a des amis en France, pas que des ennemis. Merci Akli Moulouli d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à nos brèves questions et surtout d'être intervenu sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Akli. Il faut savoir aussi que ces gens-là qui sont aux commandes de cette mairie du Sud que vous ne voulez pas citer font du harcèlement sur leur personnel, font de la discrimination. Donc en fait, quand on n'aime pas les Algériens ou tout autre peuple, en fait, on ne doit pas s'aimer soi-même et on n'aime pas les gens. Et ça, c'est problématique quand on veut présider aux destinées d'une commune, d'un territoire ou de la nation. Effectivement, merci Akli Moulouli. À très bientôt, j'espère. Ce qui est surprenant, c'est que d'entendre ce genre d'insultes et qui sont propagées par un maire et en même temps, ce sont des insultes qui ont été déjà propagées par les nazis, c'est-à-dire les nazis qui qualifiaient les Français de kakerlaken, c'est-à-dire des cafards, et de ratten, c'est les rats. Donc c'était pour déshumaniser les Français de l'époque, durant la Deuxième Guerre mondiale, et pour dire que les insultes subies par les Français, à l'époque, sont répercutées aujourd'hui par les mêmes. Ceci dire pour que la mentalité nazie est en train de s'ancrer dans les esprits de l'extrême droite. Et c'est ça aujourd'hui la France, c'est une France de décadence. Badis, je vais vous donner la parole dans 2 minutes. Badis. On n'a jamais quitté la France. Le nazisme, oui, bien sûr. Mahdi Zar, peut-être qu'on peut maintenant revenir sur cette adoption par l'Assemblée nationale de la loi criminalisation de la colonisation française. Finalement, elle tombe à pic, je dirais. Ben, elle tombe à pic parce que je ne sais pas comment actuellement tout est en train de s'embriquer. De s'entremêler en fait. Aujourd'hui, vous avez une Assemblée nationale qui est coupée en 2, voire en 3 morceaux. Je parle sur l'Assemblée nationale française, bien évidemment. Vous avez d'un côté un parti, on va dire de gauche, LFI, gauche, PS, qui fait un peu tout ça. Vous avez d'un autre parti, un parti d'extrême droite qui rassemble, donc c'est Rassemblement National, UDR, qui est très anti-Algérie et qui est pro-Algérie française et anti-Algérie indépendante. Et vous avez au milieu des gens de Renaissance, un peu d'horizon, qui selon les vents, courent à droite ou à gauche. La seule chose que je peux dire, et qui est très important, c'est que l'Algérie, quand elle a proposé ce texte de loi lors du dernier au Parlement algérien, l'Algérie n'a jamais demandé à avoir de l'argent ou à avoir de quémander quoi que ce soit ou avoir une rétribution financière ou demander des réparations financières. L'Algérie ne veut qu'une chose, une et unique, et le président de la République a si bien dit, une reconnaissance totale
des crimes coloniaux. Point à la ligne. On n'a pas besoin d'argent. Regardez l'Algérie, dans quel état ses finances sont, contrairement ou parallèlement à l'état des finances françaises. Nous n'avons pas besoin d'argent. L'Algérien ne s'achète pas, je l'ai dit tout à l'heure à Faisal et je le répète, l'Algérien ne s'achète pas et ne s'achètera jamais, contrairement à d'autres pays avec lesquels ils ont fait il y a eu des mémorandums justement pour régler ça sur une façon pécuniaire et financière. L'Algérie ne veut que la reconnaissance qui soit faite par le gouvernement français. Point à la ligne. Elle ne demande rien de plus. Moi, je salue, rapidement, je salue la position de la Chambre haute du Parlement algérien, donc, qui a remis une nouvelle mouture sur la loi criminalisation du colonialisme. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, en aucun cas, accepter des excuses de la France, parce que le colonialisme est inexcusable, est un crime inexpugnable. On ne peut aujourd'hui réclamer des excuses ou une réparation financière. Pourquoi ? Parce que la question du colonisation et le colonialisme était la matrice de tous les crimes. Génocide, crimes de masse, parce que lorsqu'il y a eu le jugement, c'est-à-dire le procès de Nuremberg en 1946, qui a eu à juger les crimes nazis, la question de colonisation n'a pas été jugée, donc personne n'a parlé du colonialisme. Donc on ne peut pas, aujourd'hui, cette génération de députés algériens ne peut pas se substituer à tous les morts et tous les martyrs de 1830 à aujourd'hui pour parler à leur place et dire que voilà, nous voulons des excuses ou nous voulons des réparations financières. On veut juste une reconnaissance. Mais le président de la République l'a dit depuis son élection en 2019. Et ça, c'est une position forte qui est celle de refuser les excuses. Parce que les excuses, ça veut dire, c'est pardonner le colonialisme. Et le colonialisme ne se pardonne pas. On ne peut pas se substituer à tous les morts pour dire aujourd'hui, voilà, nous pouvons. Donc c'est la position de la Chambre haute du Sénat est une position honorable qui remet les pendules à l'heure. Mais cette position a été la position du président de la République dès son élection en 2019. Il n'a jamais parlé de demande financière, il n'a jamais parlé de rétribution financière. Il a toujours dit nous voulons uniquement une reconnaissance des crimes qui ont été commis en Algérie, des crimes de guerre qui ont été commis. Il n'a jamais parlé d'argent. On n'a pas besoin de l'argent. Le sang ne s'achète pas, la dignité ne s'achète pas, ce qui a été fait ne s'achète pas. Ce n'est pas une question, encore une fois, pécuniaire. On n'a pas besoin de ce pognon-là. On a besoin que les choses soient écrites, que ce soit écrit dans les livres d'histoire, qu'il y ait une traçabilité dans les livres d'histoire qui prouve comme quoi il y a eu des crimes coloniaux qui ont été faits et que l'Algérie en est sortie vainqueur. Point à la ligne. Pas plus. L'Algérie et son histoire n'est pas à vendre. Parce que peu importe le montant, elle ne sera jamais à vendre. L'objectif de cette loi, rapidement, Nouhed, c'est justement de rompre l'idée avec de la repentance. Parce que la partie française évoque la question de la repentance. Il ne s'agit pas de repentance. Dans la loi qui a été votée le 9 mars 2026 par le Parlement algérien, il est dit que l'État algérien utilisera tous les moyens juridiques pour obtenir une reconnaissance officielle du passé colonial. Et ce qui est important, c'est que cette loi précise qu'il s'agit d'un crime d'État. On évoque rapidement les exécutions massives, la torture, le pillage de ressources, etc. Et surtout les explosions nucléaires dans le sud d'Algérie. Très bien, messieurs. Alors, on va continuer, si vous le voulez bien, à parler de ce discours de haine que subissent les Algériens en France et de ces attaques à répétition envers des Français d'origine algérienne candidats aux élections municipales. Et se joint justement à nous depuis Paris, M. Ahmed Barrahal, syndicaliste et soutien LFI. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Alors, vous êtes d'origine algérienne, Ahmed Barrahal, et en raison de vos origines, vous avez vous aussi été attaqué et discrédité par l'extrême droite. Pas que. Oui, c'est pas ça. Moi, je suis d'origine algérienne. Je suis arrivé en France il y a 48 ans avec mes parents ici. Et le fait d'être syndicaliste, c'est de soutenir la LFI et se battre pour tout ce qui se passe en France. Soutenir la Palestine, être contre Israël par rapport à tous ces bombardements, toutes les personnes qu'elle tue. Aujourd'hui, on est ciblé par les racistes. Ces gens d'extrême droite, ces fachos qui ne nous aiment pas parce qu'on défend les droits des gens, on est des Algériens et ça passe pas à leurs yeux. Et justement, il s'avère que le Marzan est également impliqué dans ces attaques à votre encontre. Le régime du Marzan aurait donc eu une influence sur cette extrême droite française, notamment lorsqu'il s'agit donc de cette campagne anti-algérienne. Oui, bien sûr, il y a ça aussi. Le fait que je défends aussi
quand on parle de la question sur le Polisario, ça leur plaît pas. Et moi, comme je dis, on est Algériens, on est là pour soutenir notre pays. Et quoi qu'il arrive, nous, on se fait attaquer, que ce soit par l'extrême droite ou par certaines personnes venant du Maroc, comme cette personne-là, qui m'attaquent sur les réseaux sociaux parce que j'ai pris la défense et j'ai pris le parti pour le Polisario. Et ça leur plaît pas. Parce que tout simplement, parce que peut-être que nous, les Algériens, on dérange beaucoup et parce qu'on ne se laisse pas faire. On a le NEF, et le NEF, nous, on n'est pas nés pour marcher la tête basse et on a toujours la tête haute et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Vous vous sentez stigmatisé aujourd'hui par rapport à vos origines? Oui, bien sûr. En plus, le fait qu'on fait de la politique, ça, on est encore plus stigmatisé. Hein. Voir un Algérien faire de la politique, voir un Algérien faire du syndicalisme et se battre pour les... Parce que moi, je suis quand même connu syndicalement. Je me suis battu pour les retraites. On a fait 2 mois de grève. On a essayé de me licencier. Voilà, et tout ça, ça plaît pas. Ça plaît pas aux racistes. Parce que voir des Algériens se battre pour des droits des travailleurs, défendre les droits des femmes, et ça plaît pas à ces racistes-là. Et nous, comme on dit, hein, ils peuvent pas nous aimer. Nous, on s'en fout d'eux. Nous, on continue notre vie. Nous, ce qu'on dit aux fachos et aux racistes, restez sur le côté. Nous, on avance. On est là pour défendre les droits des travailleurs avant tout. Mahdi Ghazal, ce que vient de dire Ahmed Barahal, ça vous parle? Bien sûr que ça me parle. Je pense que c'est quelque chose que nous vivons tous à l'étranger et plus particulièrement en France. On est visé parce que l'Algérien, encore une fois, dit tout haut ce que les gens pensent tout bas et qu'on n'arrive pas à faire les hypocrites. Nous ne sommes pas des hypocrites et on continuera à défendre nos valeurs. Quand on défend la Palestine en France, tu sais, la liberté d'expression, quand je l'ai si bien dit tout à l'heure, la liberté d'expression à géométrie variable, en France, elle est très importante. Et il ne faut pas se mentir par rapport à ça. Quand tu ne vas pas dans la lignée des médias mainstream, tu es blacklisté, tu es catalogué comme quoi tu es un antisémite ou un raciste, alors que toi, justement, tu combats toute forme de discrimination et de racisme. Donc voilà, maintenant, si tu as le combo, alors pour monsieur, c'est puisque moi je connais un peu le système en France, si tu as le combo de soutien de LFI, musulman, algérien, et en plus, la cerise sur le gâteau, il va sourire, il travaille à la RATP, alors là, lui, il a gagné à l'euro-million là-bas avec les fachos enfin, avec l'ensemble des fachos et l'extrême droite. Donc je peux vous dire que c'est très, très, très difficile. Et très fatigant aussi, ça épuise moralement de combattre tout ça, mais bon, il l'a si bien dit, on restera debout, on n'a pas le dos courbé, on a le dos droit, on restera debout et fier comme n'importe quel Algérien et Algérienne. Enfin. Mais ça souligne aussi des incohérences, parce que cette attaque contre M. Barahal ne sera pas la première ni la dernière. Et Mahdi a rappelé aussi, entre guillemets, les tares de personnes qui peuvent être attaquées parce qu'ils sont pro-palestiniens, parce qu'ils sont algériens, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont arabes. Lui, il a le complet. Il a tout. En plus, RATP. RATP, etc. Et syndicaliste à la RATP. Vraiment, lui. En plus, elle appuie la française. Ah, il a bien cherché. Parce qu'il il faut l'aider. Hein, la France insoumise, qui est un parti aussi attaqué en raison de ses positions défendant les droits des Palestiniens. Maintenant, on veut classer ce parti, bon, bien sûr, l'extrême droite comme parti antisémite, etc. Mais bien sûr, on sait que c'est de la littérature. Mais il y a quand même un plan utilisant les moyens numériques pour s'attaquer aux candidats d'origine algérienne. C'est le cas des municipales, ça sera le cas des prochaines élections prévues en France. Et Monsieur Barahal, un dernier mot peut-être sur ces élections municipales. Oui, bien sûr que nous, le fait qu'on est, comme il dit, on est syndicalistes, on est avec la LFI. La LFI est quand même qui a beaucoup soutenu la Palestine. Hein. Et ça passe peu de tous ces médias, tous ces BFM ou CNews. Nous, ce que j'ai à dire, c'est que nous, nos parents sont venus en France, ils ont travaillé dur ici, on leur a pas donné droit à la parole. Nous, on a étudié, on est devenus syndicalistes, on est là aujourd'hui, on ne va pas lâcher, on est là pour défendre toutes les causes, que ce soit les travailleurs, la Palestine, nous, ce qu'on dit aux fachos, aux racistes. Fermez vos bouches une fois pour toutes. Nous, on est là et on va défendre les travailleurs. S'ils ne sont pas contents, nous, excusez-moi du terme, on les emmerde. Mais en tout cas, on ne va rien lâcher. Tout ça, ça les RATP. On ne lâche pas. Comme j'ai un truc, vive l'Algérie. L'Algérie, on l'aime. Que ça déplaise à toute la planète. Nous, on est né avec un drapeau algérien et on va rester avec un drapeau algérien grâce à nos frères qui l'ont gagné. Merci Ahmed Barahal. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci encore une fois. Moi, j'aimerais juste revenir sur ce que j'ai qualifié le quartet. On l'a évoqué ici depuis quelques temps déjà sur ce plateau, et parfois on a été critiqué, mais on a peut-être été dans la prospective, puisque aujourd'hui on a
véritablement et d'une manière factuelle l'illustration de ce que c'est une alliance parfois contre nature, puisqu'on vous voyez le Merzen et l'extrême droite, sauf qu'aujourd'hui vous avez le Merzen et l'extrême droite, vous avez les Émirats et notamment l'entité sioniste. Donc un combo de plusieurs ingrédients explosifs qui démontre quoi? Et j'aimerais rapidement juste souligner ce concept-là. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre par rapport à ce type de jalon, qui sont les élections municipales qui ont un enjeu important et à qui il avait évoqué tout à l'heure, s'attaquer à tout ce qui est algérien ou représente l'Algérie, c'est quoi? C'est en toile de fond une bataille de souveraineté symbolique au sein de la diaspora. C'est-à-dire s'attaquer à tout ce qui représente l'Algérie ou l'Algérien positivement pour justement gagner des dividendes favorables aux Marocains et aux Merzen. Donc le Merzen, quelque part aujourd'hui, externalise sa rivalité avec Alger au sein de la diaspora au sens large, c'est-à-dire la diaspora qui existe en France, qu'elle soit africaine, maghrébine ou autre. Donc il essaye de déconstruire l'image de l'Algérien au profit, en tout cas, c'est mal connaître l'Algérien, il a évoqué Ahmed tout à l'heure, c'est mal connaître l'Algérien, au profit du Maroc. Encore une fois, c'est peine perdue. Très bien, merci messieurs, merci. On passe tout de suite à la dernière partie de l'émission.